Donc, nous avons vu déjà l'efficacité spectrale de FSK, Frequency Shift Keying, ou d'augmenter la capacité et d'ajouter des canaux. Pour le MPSK et également pour le QAM, donc tout ce que je présente maintenant pour le MPSK s'applique également à QAM. Le calcul est légèrement différent. Et donc, nous allons passer à travers la description de combien de largeur de bande est occupée pour bien comprendre le calcul d'efficacité spectrale pour le MPSK et le MQAM. Cette discussion est dans les chapitres 9 pour le QAM et le MPSK. Nous allons commencer avec une discussion très simple de BPSK, donc binaire BPSK. Ici, nous avons la transmission. Donc, j'ai une donnée, un bit logique 1, logique 0, 0, 0, etc. Le t ici est le temps d'une bit. Donc, si je suppose que j'utilise l'impulsion le plus efficace spectralement, donc l'impulsion idéale de Nyquist dans le domaine temporel, le sinus sur cardinal, ça veut dire que dans le domaine fréquentiel, j'aurai une largeur de bande qui est complètement déterminée par cette temps d'une bit ici. Donc, le taux de transmission, RI. RI, c'est le taux binaire. Et le taux binaire, c'est 1 sur le temps d'une bit. Le I, ça veut dire en phase. Il n'y a pas une quadrature pour le BPSK parce que c'est une seule dimension. Donc, il y a juste la partie en phase. Donc, la largeur de bande ici, on peut lire directement. Donc, si nous avons une impulsion sinus cardinal dans le domaine temporel, ça veut dire que dans le domaine fréquentiel, nous allons avoir une rectangle. 1 sur t, moins 1 sur 2t, et la largeur complète, ça va être 1 sur t. Donc, ici, ce t, c'est le temps d'une bit, et la largeur de bande occupée par le BPSK, c'est 1 sur t en unité de Hertz, avec t en secondes. Supposons maintenant qu'on garde le même taux binaire. Donc, je garde le même taux binaire. Ici, c'est les données envoyées. Mais au lieu de l'envoyer par BPSK, j'utilise plutôt QPSK. QPSK, j'ai une partie en phase et en quadrature, donc I et Q. Donc, c'est exactement les mêmes données. Donc, le premier bit des zéros, au lieu de l'envoyer pendant juste l'intervalle de temps t, j'utilise 2t. Donc, je le fais plus large, je l'envoie plus lentement en phase. Et dans la partie en quadrature, c'est là que je prends le deuxième bit. Et le deuxième bit, c'est aussi élargi temporellement. Donc, ça prend plus de temps, mais c'est envoyé dans la partie en quadrature. Donc, cosinus et sinus. Cosinus et sinus sont orthogonaux, donc c'est les deux vecteurs de base sont orthogonaux. Et on voit ici des 2 et des 3, des 2 plus larges, des 3 plus larges. OK, donc nous avons les mêmes données, même taux binaire, et nous allons l'envoyer plutôt par QPSK. Et on pose la question, c'est quoi la largeur de bande occupée par le QPSK? Donc, si on regarde juste la partie ici, la partie en phase, là, nous avons le taux binaire, parce que j'envoie un bit maintenant dans cette partie-là. Le taux binaire est 1 sur 2t, parce que c'est plus lente, la transmission. Le taux binaire total sera le même, donc c'est le même taux binaire, mais dans une seule partie, dans la partie cosinus, la branche cosinus, le taux binaire local ici, c'est 1 sur 2t. Donc, si je remarque ici, quand c'est plus large temporellement, ça veut dire que c'est plus étroite, ça occupe moins de largeur de bande. Donc, la largeur de bande, au lieu d'être 1 sur t, comme elle était ici, c'est plutôt 1 sur 2t. Donc, ici, c'est plutôt 1 sur 2t pour temps de 1 bit égale à 2t. Donc ici, 1 bit dans la partie en phase, ça dure 2t. Donc, la largeur de bande occupée est 1 sur 2t. D'accord. Donc ça, c'est la partie en phase.
On fait la même chose pour la partie en quadrature. Le taux binaire, c'est bien, comme on a dit, c'est 1 sur 2t. Et la largeur occupée, c'est 1 sur 2t. Maintenant, on pose la question, c'est quoi la largeur de bande de QPSK? J'ai la partie en phase, j'ai la partie en quadrature. Donc, deux choses. Il y a le taux de transmission et la largeur de bande occupée. Donc, ça, c'est le R, taux de transmission. Et ça, c'est la largeur de bande occupée. Donc, ça, c'est pour la partie en phase, en quadrature. Et maintenant, je discute le tout ensemble. Quand je l'envoie les deux en parallèle QPSK, c'est quoi le taux de transmission? Mais c'est le même taux binaire. Donc, si je regarde, c'est quoi le R QPSK? Mais c'est 1 sur 2t, parce que finalement, j'envoie 2 bits dans le temps de 2t. Donc, le taux binaire, c'est bien 1 sur t. Mais la question, c'est quoi la largeur de bande occupée? La largeur de bande n'est pas cette relation ici, parce que je n'ai pas dans une seule dimension, j'ai la partie en phase et en quadrature. Donc, finalement, la largeur de bande occupée, ça reste toujours la même. C'est 1 sur 2t pour la partie en quadrature, 1 sur 2t pour la partie en phase, et c'est superposé l'un sur l'autre. Donc, c'est comme j'avais ici la partie en phase, ici la partie en quadrature. Les deux sont larges comme 1 sur 2t, mais ils sont superposés. Ils sont superposés, mais ça ne pose pas de problème parce qu'ils sont orthogonaux l'une de l'autre. Un est modulé par un cosinus, l'autre par une sinus. Donc, quand ça arrive au récepteur, et je fais la corrélation avec une cosinus, une autre corrélation avec une sinus, à ce moment-là, un va être annulé et seulement un des deux va passer. Donc, c'est pour ça que le QPSK marche bien et ça occupe la moitié de largeur de bande que le BPSK. Donc, on peut comparer maintenant le QPSK et le BPSK par deux manières. Une manière, c'est la largeur de bande et l'autre, c'est la performance. Donc, la largeur de bande, on a vu pour le BPSK, était avec une largeur de bande de 1 sur 2t et le QPSK occupait la moitié de la largeur de bande. Donc, on peut dire qu'étant donné que QPSK occupe la moitié, elle est 2 fois plus efficace spectralement. Ici, on a la probabilité d'erreur pour le QPSK qui est très, très similaire à BPSK. C'est juste ce facteur 2 avant. Il ne faut pas se tromper et penser que c'est 2 fois plus efficace spectralement, mais il y a une pénalité de 1,5 pour la probabilité d'erreur. Parce que le spectre, l'efficacité spectrale, on veut, 1,5, c'est une grande amélioration, énorme amélioration. Mais un facteur de 2 dans la probabilité d'erreur, c'est comme négligeable. Parce que c'est toujours la forme cascade de trop d'erreurs qui est important. Et dans cette descente avec une décroissance exponentielle, ce facteur de 2 avant est vraiment important. Mais l'efficacité spectrale est très importante. Donc, nous allons donner maintenant une définition précise encore de l'efficacité spectrale, comme nous avons vu pour le FSK, c'est la même définition. Nous allons dire que la définition, c'est le taux binaire divisé par la largeur de bande occupée. Donc, si on applique cette définition largeur de bande à BPSK, la largeur de bande occupée, c'est 1 sur t temps d'une bit. Et le taux binaire, bien sûr, c'est 1 sur le temps d'une bit. Donc, c'est juste 1 sur TB divisé par 1 sur TB qui nous donne une efficacité spectrale de 1. Et les unités sont toujours bits par seconde par hertz, parce qu'on met le taux binaire dans le bit par seconde et la largeur de bande en hertz. Pour le QPSK, la largeur de bande occupée est la moitié. Le taux binaire est le même. Donc, TB représente le taux binaire. Donc, RB est égal toujours RB et par définition égal à 1 sur TB, c'est le taux binaire. Et pour un taux binaire fixe,
la largeur de bande pour le QPSK, c'est 1 sur TB. Donc, pour le QPSK, nous avons finalement 1 sur TB divisé par 1 sur 2 TB. Donc, on a mis les mêmes unités en temps d'une bit, et donc ça donne 2 bits par seconde, par hertz, comme on voit ici. Donc, taux binaire fixe, on occupe la moitié de la largeur de bande, donc on est 2 fois plus efficace, et en unité de bits par seconde par hertz, on a 1 bit par seconde par hertz pour le BPSK et 2 bits par seconde par hertz pour le QPSK. Donc, on a vu pour BPSK et QPSK, et maintenant, on va le généraliser à MPSK. Donc, même quand on a plus que 4, quand on va à 8, 16, PSK, etc., on a toujours la même situation d'avoir 2 branches, en partie en phase et en partie en quadrature. Encore une fois, la largeur de bande sera la même dans la partie en phase et la partie en quadrature. Et les deux vont être superposés parce qu'ils sont orthogonaux l'un de l'autre. Tout ce que je dis applique pour le MQAM autant pour le MPSK. Parce que les deux sont des constellations en 2 dimensions. C'est toujours la partie en phase et en quadrature qui distingue les 2 composants dans l'espace du signal. Pour l'MPSK, le MQAM, toujours les 2 branches, toujours superposées. Donc, c'est la largeur de bande occupée par une des branches qui décide la largeur de bande occupée totale. Et la largeur de bande occupée totale pour une branche, c'est toujours déterminé par le temps d'un symbole. Donc, le temps d'un symbole, c'est ce qu'on appelle TS. Et si on suppose qu'on utilise l'impulsion de Nyquist le plus efficace, ça veut dire que la largeur de bande dans le domaine fréquentiel est toujours déterminée par 1 sur TS. Donc, pour la partie en phase, pour la partie en quadrature, la largeur de la bande occupée, c'est déterminé par TS, et c'est 1 sur TS, la largeur de bande occupée. Donc, le TS, on peut toujours trouver à partir de TB, qui est log 2m TB. Donc, si la largeur de bande est toujours 1 sur TS, qui est 1 sur TB divisé par log 2m, donc la largeur de bande, c'est RB divisé par la largeur de bande. La largeur de bande, c'est juste 1 sur TS. Et le RB, c'est 1 sur TB divisé par 1 sur TS. Et nous arrivons à l'expression ici. Finalement, l'efficacité spectrale est donnée par log 2m, où m est la taille de la constellation. MPSK, MQAM, autant que nous parlons d'un espace de signal de 2 dimensions, cet calcul s'applique donc pour MQAM et pour MPSK. Bien sûr, pour le FSK, ça va agrandir dans plusieurs dimensions, ce n'est pas 2 dimensions. C'est pour ça qu'il y en avait un calcul différent pour le FSK et pour ici le MQAM et le MPSK. OK, nous allons visualiser un peu plus l'implication de cette équation pour l'efficacité spectrale. Donc, on prend toujours la partie BPSK pour commencer. La partie en quadrature n'a rien, parce que le BPSK, c'est dans une dimension. Voici la transmission pour le BPSK dans la partie en face. On suppose ici, la largeur de bande est W. Je n'ai pas écrit carré, mais c'est la même idée. Et on va supposer que le taux binaire est fixe. Donc, le taux binaire, je vais envoyer un bit pendant ce temps-là. Donc, imagine que je passe maintenant à QPSK. Donc, QPSK, je prends exactement la même séquence de bits dans le même temps. Mais maintenant, quand c'est la séquence 1-1, j'envoie, par exemple, 5 pi sur 4. Donc, je divise les 2 dimensions en 4 angles. Et pour 1-1, je donne, par exemple, l'angle 5 pi sur 4. Et pendant le temps TS, j'envoie cet angle 5 pi sur 4. Bien sûr, il y a une partie en phase et une partie en quadrature, mais c'est l'angle que je transmets. Après ça, il y a la séquence 0,0 qui va être un autre angle, disons pi sur 4.
Et cette pic sur 4 va être transmis pendant le temps d'un symbole. Après ça, la séquence 0,1, disons, c'est l'angle de 3 pi sur 4. Et donc, de cette façon, chaque TS ou chaque 2TB, parce que log 2 de 4 est égal à 2, j'envoie cet angle-là. Donc, étant donné que le temps d'un symbole est plus large, la largeur de bande va être plus petit, parce que on revient à ce concept d'analyse de signaux, qui plus que nous avons une impulsion qui est large temporellement, plus qu'elle est mince spectralement. Donc, on voit ici, c'est réduit par la moitié. Si on passe maintenant à 8 PSK, 8 PSK, maintenant, je regroupe 3 bits pour envoyer un sous-symbole. Disons, 1, 0, c'est 9 pi sur 8. Donc, maintenant, j'ai divisé les 2 pi en 8 divisions parce que j'ai 8 PSK. Et le temps d'un symbole est encore plus long. Ici, c'était 2 bits, ici, c'est 3 bits. Et bien sûr, le taux binaire est fixe. Donc, à ce moment-là, je vais réduire la largeur de bande, le facteur de 3 vis-à-vis PPSK. Donc, dans cette manière, pour le BPSK et pour le PSK, encore une fois, c'est comme le QAM. Chaque fois que je vais ajouter des points dans la constellation, je vais émincir la largeur de bande. Donc, étant donné que le taux binaire ne change pas, quand je vais occuper moins de largeur de bande, je vais être plus efficace spectralement. J'envoie la même information, mais je prends moins de largeur de bande. Donc, encore une fois, on peut examiner le MPSK de deux façons. L'efficacité spectrale, qui est log de m bits par seconde par hertz, et bien sûr la probabilité d'erreur. Donc, nous avons trouvé la distance minimale, le nombre de voisins à la distance minimale, et nous avons trouvé cette expression pour la probabilité d'erreur de MPSK. Et en écrivant de cette façon, j'ai isolé la partie qui donne la performance de QPSK. Donc, ce qui reste, c'est vraiment la pénalité par rapport à QPSK. Donc, par exemple, si je prends m égale à 8 et m égale à 16, j'utilise exactement la même formule que j'ai montrée tantôt, mais dans un cas, m égale à 8, l'autre 16. Donc, ici, c'est la perte vis-à-vis le QPSK, que je peux évaluer, c'est 3,58 dB pour le 8 PSK et c'est 8 dB pour le 16 PSK. Donc, je vois maintenant de manière quantifiée la pénalité pour la probabilité d'erreur, c'est ça que nous avons vu déjà, mais nous avons ajouté maintenant l'avantage vis-à-vis l'efficacité spectrale. Donc, j'ai toujours dit qu'il y a plusieurs choses à balancer, et maintenant nous voyons quantitativement comment est-ce que nous allons faire cette balance. Donc, ici, nous avons fait la construction par taux binaire fixe, parce que de cette façon, nous étions capables de développer l'équation pour l'efficacité spectrale. Mais une autre manière de penser, c'est d'imaginer que nous avons une largeur de bande fixe qui est disponible. Donc, il y a une certaine largeur de bande disponible. Et qu'est-ce qui arrive avec le taux de transmission quand je change de BPSK, QPSK, 8 PSK? Donc, ici, le taux binaire était fixe. J'envoie toujours 1 kilobit par seconde. Et quand j'utilise 4 ou 8, je vais occuper moins de largeur de bande. Maintenant, le défi, c'est plutôt, j'ai une largeur de bande et j'aimerais envoyer plus d'informations. J'aimerais avoir un taux binaire plus intéressant. Donc, étant donné que j'ai une largeur de bande qui est disponible, je peux aller toujours de plus en plus vite en faisant plus de points par dans le système de modulation. Donc, ici, c'est le taux binaire fixe. Ici, c'est plutôt le taux binaire qui change. Et le taux binaire sera log de m fois le temps d'un symbole. Et le temps d'un symbole devient de plus en plus petit. Donc, supposons que j'ai 1 kilobit par seconde ici, j'ai 2
kilobits par seconde ici, j'ai 3 kilobits par seconde ici, parce que dans le même temps, ici j'envoie une seule bit, ici j'envoie 2 bits, ici j'envoie 3 bits. Parce que j'occupe toujours le même largeur de bande, donc c'est le TS qui fixe. Donc, chaque fois que j'augmente M, j'augmente le taux binaire. Donc, c'est excellent. Je peux continuer avec le MPS4, toujours utiliser 8, 16, 32. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est certain que c'est la probabilité d'erreur qui va chuter. On a vu déjà que la perte était 3,5, après ça 8 dB, et ça va continuer de monter quand je vais augmenter le nombre de points dans la constellation. Donc, je peux continuer toujours d'améliorer l'efficacité spectrale, mais je vais être bloqué à un certain point par la probabilité d'erreur qui va monter.